Merci d'être là. Donc on va passer une petite heure ensemble. Je vais essayer de vous donner une idée des questions que je me pose dans mon métier et de ce qu'est mon métier. Des questions d'abord, je voulais savoir si vous êtes tous et toutes en terminale. Oui. Vous êtes tous et toutes en spécialité mathématiques ou non? Oui. Et la spécialité d'à côté, c'est quoi? C'est SVT ou physique ou autre chose? SES? D'accord. Ok, donc pas forcément de physique. Mathématiques et pas forcément de physique. Il y a de tout, c'est un peu mélangé? Ok. C'est juste pour... voilà. Donc moi, je fais des mathématiques appliquées à la santé et à la biologie. Et je suis chercheuse dans un institut qui s'appelle l'INRIA. Donc je suis chercheuse à plein temps. Dans un institut qui s'appelle l'INRIA. Vous savez ce que c'est que l'INRIA ou pas? Non, vous n'avez jamais entendu parler de l'INRIA? Est-ce que vous avez entendu parler d'autres instituts de recherche en France? Est-ce que vous pouvez m'en citer? Ouais. Institut Pasteur, qui est un institut qui s'occupe de tout ce qui est vaccination et qui fait de la recherche en virologie en particulier. D'autres instituts de recherche? Non? Le CNRS, ça vous dit quelque chose? Le Centre national de recherche scientifique? Ouais. Donc ça, c'est un énorme institut de recherche qui regroupe beaucoup de disciplines, des sciences humaines, des sciences économiques, des sciences physiques, de la biologie, mais pas de médecine, parce qu'il y a d'autres instituts comme l'INSERM qui s'occupent de la médecine. Donc en France, on a plein d'instituts. On a aussi des instituts qui s'occupent de la démographie, l'INED, qui est un plus petit institut. Et moi, j'appartiens à un institut qui s'appelle l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui a été rebaptisé Sciences du numérique récemment. Et donc, c'est un institut thématique où on est en gros des informaticiens et des matheux dedans. D'accord? À votre avis, quels sont les domaines du quotidien? J'aimerais savoir si vous avez des domaines de votre vie quotidienne dans lesquels vous utilisez les maths ou l'info, ou le numérique en général. Oui. Quand on fait des courses, pour calculer. Donc c'est un peu ce que, je sais pas, il y a un groupe qui avait vu là les règles à calcul dans le musée. C'est pour calculer, oui. Pour calculer quoi? D'accord, donc des calculs de trajectoire, des calculs de chemin, oui, ok. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Ouais. La cuisine, c'est pour les recettes. Donc pour vous, les mathématiques, en gros, c'est beaucoup le calcul. C'est lié au calcul, aux tables de multiplication, aux additions, etc. Oui. Plus, j'entends pas du tout, je suis désolée. D'accord. Ok. Et vous n'avez pas d'autres exemples, je ne sais pas, dans vos smartphones, non? Ouais. La programmation, ça c'est de l'algorithmique, on peut programmer plein de choses, d'accord? Les algos de type ChatGPT, ils sont basés sur à la fois des mathématiques et de l'informatique. Quand vous stockez de la musique, la façon dont elle est stockée, en fait, il y a des développements mathématiques derrière. Il y a plein de choses en fait de la vie quotidienne. Et on va en voir, je vais vous en donner là, d'autres exemples qui sont un peu liés à ma démarche de recherche et à comment moi je fais de la recherche et quelles questions je me pose. Vous allez voir qu'il y a plein de mathématiques un peu partout que vous ne soupçonnez pas en fait. D'accord? Et que les mathématiques,
c'est loin d'être juste du calcul. Par exemple, moi, je suis absolument nulle en table de multiplication. D'accord ? Je ne sais pas calculer. Je sais retrouver, je sais raisonner, je sais... Voilà. Mais je les ai oubliés. Je ne dis pas qu'il faut que vous ne les connaissiez pas. Hein. Je dis juste que ça n'est pas que ça. D'accord ? Ok. Donc, je vais commencer par un exemple, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Et c'est un exemple qui n'a rien à voir avec ma recherche, mais qui peut être parlant. Alors là, c'est une de Tintin. Tintin, on a marché sur la Lune. Donc c'est Hergé qui a publié cet album de Tintin en 1954. Et dans l'album de Tintin, on voit les Dupont marcher sur la Lune. Et ils marchent sur la Lune et ils font des bonds. Alors pourquoi ils font des bonds? Pourquoi marcher sur la Lune, c'est pas la même chose que marcher sur Terre? Ouais. Voilà, la gravité est différente. Or, on a marché sur la Lune en quelle date? C'est écrit sur le transparent, donc. Ouais. 1969. Donc bien après la publication de l'album de Tintin. Donc comment est-ce que, en n'étant pas allé sur la Lune, Hergé, dessinateur de BD, savait que la gravité n'était pas la même sur la Lune que sur Terre? Oui, vous pouvez. Parce que la Lune est plus petite que la Terre. Donc elle a une masse, donc c'est la théorie. Ah non, c'est avant. C'est Newton, d'accord? Ça, c'est la théorie de la gravité universelle, et donc c'est mettre les lois de la physique, ce qu'on observe, le fait qu'une pomme tombe sur la Terre, quelle vitesse, etc., mettre les lois de la physique, ou les lois de la biologie, sous forme d'équations mathématiques pour décrire ces lois de la physique ou de la biologie, d'accord? Et donc moi, c'est un peu mon travail de mathématicienne, c'est essayer de trouver des modèles qui vont décrire la réalité à laquelle, et contribuer à répondre à des questions. Et donc voilà, Isaac Newton, c'était le XVIIIe siècle, et donc il a écrit sa théorie de la gravitation universelle, et après, cette théorie a été utilisée pour découvrir en particulier Neptune, qui a été découverte par des équations avant même d'être observée effectivement. D'accord? Quelques semaines avant d'être observée, on a découvert l'existence de Neptune. Et encore maintenant, vous l'avez vu, il y a un des groupes, dans un des groupes, le conférencier disait qu'on avait découvert je ne sais plus combien d'exoplanètes. On ne les a pas forcément observées, ces exoplanètes. D'accord? C'est éventuellement grâce à de la simulation numérique, de la mise en équation des lois de la physique, qu'on peut dire qu'il existe des planètes. On peut découvrir des choses sans les observer avant. D'accord? Pour les exoplanètes, je ne sais pas trop. En tout cas, Neptune, ça a été son cas. Et puis, en 2016, il y a des calculs sur ordinateur, qui ont aussi suggéré l'existence d'une 9e planète. D'accord. Et donc, à l'aide d'observations, on observe ce qui se passe autour de nous. On arrive à les mettre en équation grâce aux mathématiques. Donc, la mise en équation, je suppose que vous en avez vu des mises en équation. Par exemple, est-ce que vous pouvez me citer quelque chose que vous avez dû faire en mathématiques cette année, qui est une mise en équation de... Ouais. Les équations différentielles. Et donc, c'est ce qu'on va voir comme exemple. D'accord? Par exemple, une équation différentielle y' égale AY, ça modélise la croissance de la population de manière exponentielle, justement. Oui? Avec A, le taux de reproduction de la population. Et donc, moi, je travaille un peu dans le domaine des équations différentielles, et je vais vous donner des exemples de mise en équation sur la respiration avec des outils qui sont de votre niveau. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre des exemples où vous pourriez vous en inspirer pour un grand oral du bac. Voilà.
Donc si vous avez envie d'écouter, si vous n'avez pas d'idée encore pour le grand oral, je pense qu'il y a potentiellement plusieurs concepts mathématiques qui vont servir au cours de l'exposé et que vous avez vus, d'accord, qui sont à votre niveau. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Ouais. Le but, c'est que ça soit compréhensible, que vous posiez des questions et que vous ressortiez de là en ayant appris des choses. Voilà. Ok. Donc moi, ce que je fais, je travaille dans le domaine de la modélisation mathématique et de la simulation numérique. Et donc, je vais regarder des phénomènes physiques, les mettre en équation, étudier ces équations-là. Est-ce qu'il existe une solution? Par exemple, les équations du second degré. Vous avez montré qu'il existait des solutions, qu'elles n'étaient pas forcément uniques. Dans certains cas, elles sont uniques, etc. Donc ça, c'est mon travail, mais sur des systèmes d'équations bien plus compliqués. Et donc, la modélisation mathématique, elle intervient dans plein de domaines. Un des domaines que vous avez l'habitude de voir au quotidien, c'est la météo. Comment est-ce qu'on arrive à prévoir le temps qu'il fait demain? On ne l'observe pas, le temps qu'il fait demain encore. Ce qu'on observe, c'est le passé et le présent. Donc, sur la base d'observation, de modèles mathématiques qui vont décrire la circulation des masses d'air, la circulation des températures, on arrive à pouvoir prévoir ce qui va se passer demain. Ok. Là, je vous ai mis une carte des inondations. Quelles seront les potentielles inondations dans le futur? Alors, je pense que c'est la Belgique, mais je ne suis pas sûre. Quelles seront les potentielles inondations dans le futur dues au réchauffement climatique et au changement climatique? Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir prévoir pour mettre en place des politiques publiques pour éviter d'avoir des dégâts. Donc essayez de prévoir les lieux qui vont être inondés dans le futur. Et ça, c'est vraiment de la modélisation, de l'étude des solutions, de la résolution numérique. Alors, résolution numérique, ça veut dire que je vais trouver des algorithmes de façon à ce que l'ordinateur reproduise la réalité ou ce qu'on aimerait être proche de la réalité. D'accord? Ce n'est pas exactement la réalité, c'est une représentation de la réalité. Et je vous en ai mis d'autres dans l'automobile, dans l'aéronautique, pour essayer de construire une voiture qui va être résistante avec les bons matériaux, etc. Parce que, par exemple, dans l'automobile, c'est beaucoup moins cher de faire une simulation numérique sur ordinateur de comment la voiture va se déformer lors d'un choc que de prendre une vraie voiture et de l'envoyer sur un mur pour regarder. On le fait aussi, mais on ne va pas le faire des centaines de fois, alors qu'une simulation numérique, on va pouvoir la faire plusieurs fois. Ok. Alors moi, je travaille... Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non? Ça va? Moi, je travaille sur l'appareil respiratoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction de l'appareil respiratoire? À quoi ça sert le poumon? J'ai pas entendu. À respirer, ouais. Et c'est quoi le mécanisme qu'il y a dans la respiration? On inspire, donc on fait circuler de l'air. Qu'est-ce qu'on fait? On va piocher de l'air dans l'air ambiant. L'air, c'est un fluide, d'accord? Et on va, par un mécanisme, en fait, on contracte le diaphragme, qui est le muscle qui est là. En contractant le diaphragme, on va créer une expansion du poumon, d'accord, qui va créer une différence de pression entre les alvéoles pulmonaires et la bouche, et puis ça va créer une circulation d'air. D'accord? Et donc l'air, c'est un fluide qui va circuler dans les bronches. Donc ça, c'est un moulage d'un physiologiste, c'est un moulage de bronches de poumons humains. Donc en blanc, ce sont les bronches de poumons d'un être humain. Donc vous voyez que c'est très compliqué comme géométrie. Il y a la trachée,
puis ensuite ça se sépare en deux, ensuite ça se sépare en deux, et ça, il y a 23 générations. Donc, ça vous fait combien de générations en tout? Alors 23, mais combien de sorties? Il y a une, ça se sépare en deux, ça se resépare en deux, ça se resépare en deux. 23 fois. Première génération, c'est la trachée. Ensuite, ça se sépare en deux. Donc là, j'en ai deux. Là, j'en ai... J'en ai combien, là? 4, mais ça, c'est 2 fois 2, 2 puissance 2. Oui? Là, j'en ai... Là, j'en ai combien? 8. 8, c'est combien? C'est 2 puissance 3. Et donc, au bout, là, je vais en avoir... J'entends pas. 2 puissance combien? 23. Et donc ça, c'est quoi? C'est une suite géométrique de raison 2. D'accord? Donc vous voyez bien qu'on, là, dans un tout petit espace, on part d'une trachée qui fait quelques centimètres à 2 puissance 23 petites bronchioles, d'accord, qui vont faire quelques millimètres, tout ça dans un espace réduit. Ok. Et donc moi, je m'intéresse... Donc, la ventilation, c'est le fait de transporter l'air de la bouche au fond de l'arbre bronchique et d'expirer cet air ensuite après. D'accord? Et il y a une autre fonction du poumon, c'est ce qu'on appelle la diffusion des gaz. Donc il y a l'oxygène dans l'air qui va passer dans le sang, que l'hémoglobine va capter. Et puis... l'hémoglobine et le sang vont aussi rejeter du CO2 et qu'on va expirer. Donc on inspire de l'O2 et on expire du CO2. D'accord? Et c'est là. Donc il y a deux fonctions, il y a le transport de l'air et la diffusion des gaz. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est comment on peut décrire de manière très simple en fait le transport de l'air et donc le volume au cours du temps inhalé par le poumon, avec des outils super simples que vous avez à votre disposition et qu'on utilise aussi nous. Parce que, en fait, le problème est éventuellement très complexe et on ne va pas pouvoir le décrire dans toute sa généralité, donc on va chercher à le simplifier. Donc moi, je m'intéresse à plusieurs choses. Donc je m'intéresse à la ventilation, qui est l'écoulement de l'air. Donc on peut faire ça de manière macroscopique, c'est-à-dire en ne décrivant que le volume inhalé et expiré au cours du temps, mais on peut essayer aussi de décrire de manière plus précise le flux d'air à travers les bronches. Donc ça, c'est la première image. Je m'intéresse aussi au tissu pulmonaire. Donc le tissu élastique du poumon, là, c'est un tissu qui va se déformer sous l'action du diaphragme. Et il peut être atteint de pathologies. Et donc, comment est-ce que ces pathologies vont influencer la respiration? Et puis, je m'intéresse aussi au dépôt d'aérosol. Alors, pourquoi le dépôt d'aérosol? Parce que souvent, les dispositifs médicaux, quand on a de l'asthme, par exemple, on va inhaler de la ventoline. Donc, la ventoline, c'est des petites gouttelettes qu'on inhale, donc qui vont être transportées par le flux d'air, et on voudrait que ces gouttelettes, elles aillent aux endroits qui en ont besoin, d'accord? Or, les endroits qui en ont besoin, c'est éventuellement assez bas dans leur bronchique, donc il faut qu'elles arrivent à parcourir éventuellement 15 générations pour aller toucher la zone malade. Et en fonction de la taille des gouttelettes, etc., elles peuvent très bien se déposer plutôt en haut. D'accord? Vous voyez bien qu'elle risque de se déposer avant d'avoir atteint la zone malade. Donc d'essayer de comprendre en fait ce comportement des petites gouttelettes là. Est-ce qu'elles vont aller toucher à quel niveau elles se déposent? Et donc la démarche suivie, c'est quels sont les phénomènes physiologiques que je vais chercher à décrire. Alors ça va aussi dépendre
des collaborations qu'on pourrait avoir, par exemple, avec des médecins, et des questionnements qu'eux, ils ont. Ils aimeraient comprendre une pathologie un peu mieux, et comment nous, mathématiciens et mathématiciennes, on pourrait arriver à les résoudre, d'accord, à mieux comprendre les phénomènes physiologiques en jeu. Donc ça, les phénomènes physiologiques qu'on souhaite décrire, ça peut être en interaction, par exemple, avec un médecin. Quel est le niveau de description que je vais avoir? Est-ce que je vais avoir une description qui est juste macroscopique au sens où je vais regarder, par exemple, juste la variation de volume au cours du temps du poumon, ou est-ce que je vais aller regarder comment les aérosols se déplacent le long de l'arbre bronchique? Et donc là, il faut que j'aille les suivre, et donc ça, c'est une description qui est beaucoup plus complexe. Quels sont les paramètres du problème? Alors, vous voyez bien qu'en application à la santé, ce n'est pas comme en automobile. Je ne connais pas les propriétés mécaniques de mon poumon. D'accord? Je ne vais pas pouvoir aller faire de mesures, de mettre un capteur de pression dans les bronches. Enfin, c'est compliqué dès qu'on touche au corps humain. Ce n'est pas du tout la même chose, les mêmes problématiques qu'en aéronautique ou en automobile. Et donc, on ne va pas avoir accès à beaucoup de paramètres. Et donc, il va falloir qu'on ait très peu de paramètres, finalement, à notre disposition, parce que dans le modèle, donc on va simplifier le modèle avec ce qu'on est capable d'observer. Donc, il y a quand même une interaction avec les observations et ce qu'on va être capable de faire. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme données, en fait, physiologiques, biologiques, pour pouvoir dire que notre... bien paramétrer, fixer un paramètre dans notre modèle. Donc, quelles sont les mesures auxquelles on a accès? Et ça va nous donner toute une zoologie de modèles qui va dépendre du type d'application, du type de données qu'on a. Et le but, c'est d'abord d'essayer de comprendre les phénomènes physiologiques. Donc, le but premier, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Après, si on a compris ce qui se passait, on peut essayer de prédire, comme la météo. Si le modèle, nos équations, elles sont suffisamment fiables, riches, on va pouvoir les utiliser comme un outil prédictif. De ce patient-là, il est très très malade. Cette patiente-là, elle est en train de guérir, par exemple. Et puis, on peut chercher aussi à optimiser des dispositifs médicaux. Par exemple, je ne sais pas, la taille des gouttelettes, des aérosols, ou la façon dont je respire. D'accord? Optimiser ça. Et donc, les étapes, c'est vraiment mettre en équation, résoudre les équations, faire des simulations numériques sur ordinateur, et donc trouver des algorithmes qui soient bien adaptés à mes équations, et comparer avec des expériences, ou avec des données. Et puis si on est loin des expériences et des données, c'est que notre modèle, il n'est pas bon. Et donc je repars au début pour refaire toute la chaîne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Parce que quand je parle de modèle, donc on a vu que Y' égale à Y, c'était un modèle. C'est typiquement les modèles avec lesquels je peux travailler. D'accord? Et justement, le modèle le plus simple pour décrire le poumon, c'est un circuit RC. Donc il y en a pas beaucoup qui font physique, je crois, c'est ça? Ceux qui font SES font la sieste. Il y en a qui font physique, là? Ouais? Donc vous avez vu les circuits RC? Ouais? Alors, pour ceux qui ne font pas physique, on va se concentrer sur la partie R. La partie résistance. En fait, le modèle le plus simple, c'est que je remplace toutes mes bronches là par juste un coefficient qui est la résistance de l'arbre à l'écoulement. Vous voyez bien que si j'ai un tube qui est très long, je vais avoir plus de mal à faire passer de l'air que dans un tube qui est très court. Vous êtes d'accord? Donc la géométrie va caractériser la résistance à l'écoulement. De la même façon, je vais avoir plus de mal à faire passer du miel dans un même tube que de l'air. Il va falloir que je mette une pression plus forte pour le faire passer. Donc ça aussi, la résistance à l'écoulement, elle dépend en fait du type de fluide que vous faites passer dans votre tuyau. Donc on va remplacer cet arbre bronchique dans lequel l'air est censé circuler
par une seule résistance, d'accord, qui est la résistance de l'arbre au passage de l'air. Et en fait, cette résistance, elle augmente quand, par exemple, chez les asthmatiques, c'est un paramètre qui va augmenter, parce que chez les asthmatiques, ce qui se passe, c'est que les rayons des bronches diminuent dans la crise d'asthme. Et vous voyez bien que quand on a un tube qui a un tout petit rayon, on va avoir plus de mal à faire passer de l'air que dans un tube qui a un gros rayon. D'accord ? Donc l'asthmatique, en fait, ce qui se passe, c'est que la résistance de l'arbre bronchique empêche l'air, en particulier, d'être expiré. Et donc, le tube, là, R, c'est comme la loi d'Ohm. U égale RI. U, c'est la différence de potentiel. R, c'est la résistance. I, c'est l'intensité. Là, ici, I, ça va être le débit d'air. D'accord ? Donc, vous voyez les particules d'air qui circulent comme les électrons. D'accord ? R, c'est la résistance du tuyau, ou des tuyaux. Et la différence de potentiel, c'est la différence de pression aux bornes du tuyau. Et donc, vous mettez une pression positive ici, puis une pression nulle là, vous allez créer un flux d'air dans ce sens-là. Oui ? D'accord ? C'est vraiment l'analogue de la loi d'Ohm, où l'intensité, c'est le débit, la différence de potentiel, c'est la différence de pression aux bornes. Et puis, le tissu élastique là, du poumon, qui se déforme au cours de la respiration, le muscle, je vais le modéliser par un condensateur. Pourquoi un condensateur ? Un condensateur, c'est un truc qui stocke de l'énergie et qui restitue de l'énergie. Et c'est pareil avec un ballon élastique. Vous le gonflez, ça se gonfle, vous relâchez, ça revient à sa position d'équilibre, et donc ça se dégonfle, ça restitue l'énergie du ballon, et ça fait partir l'air dans l'autre sens. D'accord ? Et donc c'est vraiment ça. Le poumon, là, je le modélise par un tube et un ballon élastique. Et ça, la mise en équation de ce truc-là, c'est un circuit RC, où R, c'est un paramètre qui va varier en fonction des pathologies, et C, ça représente l'élasticité des tissus. Et la force extérieure que je mets, c'est la différence de pression, qui est la force du muscle du diaphragme. Voilà. Et le débit, en fait, c'est juste, je vais passer ça, le débit, c'est juste la dérivée du volume, la dérivée en temps du volume. OK ? C'est la variation en temps du volume. Et donc, on obtient une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec un second membre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait avec second membre, là, pour l'instant. Ouais, vous avez fait. Et donc, vous savez résoudre ça. Vous savez que si je me donne une condition initiale, il existe une unique solution de ce truc-là et que je sais calculer, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le modèle le plus simple qu'on puisse faire pour modéliser le poumon. Et on peut déjà jouer sur les paramètres pour modéliser des pathologies en augmentant R et en changeant le C. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Non ? Alors, dans ce qu'on fait, il y a deux choses. Il y a la résolution du problème direct, c'est-à-dire que je me donne les paramètres, je me donne la force et je sais calculer la solution. D'accord ? Je sais calculer le volume au cours du temps. Alors là, je l'ai simplifié, j'ai même enlevé la dérivée pour l'exemple. Mais si je me donne delta P et je me donne C, je sais calculer V. Mais vous savez aussi calculer la solution de ça si je me donne R, C et delta P. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle avoir résolu le problème direct. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, pour une femme, un homme, je ne vais pas savoir caler les paramètres. R et C, je ne sais pas ce qu'ils valent pour un patient ou une patiente donnée. Comment est-ce que je les cale, ces paramètres-là ? Ces paramètres-là, c'est des paramètres qui représentent la réalité, mais que je ne sais pas mesurer.
Le paramètre résistif, c'est censé représenter tout l'arbre bronchique. Donc, j'agrège plein de trucs, en fait. J'agrège une géométrie qui est complexe. Et donc, pour estimer C, en fait, on va avoir besoin de mesurer V, d'accord, de mesurer le volume inhalé, et de mesurer P, la pression que je mets. Donc, si je connais V et je connais P, je sais estimer, en fait, mon C. D'accord ? Et ça s'appelle le problème inverse. C'est à l'aide de mesures, je cale les paramètres de mon modèle. Ça, c'est le problème inverse. Et donc, si maintenant je vais sur le DO, donc vous savez calculer la solution de l'EDO. OK ? Donc, elle prend cette jolie forme-là, avec la solution générale, l'équation homogène associée, puis une solution particulière. Et donc ça, j'ai résolu le problème direct. Et si je veux résoudre le problème inverse, je vais essayer de... J'ai une observation qui est mon volume, et je vais essayer de trouver les paramètres R et C, tels que la solution de mon équation différentielle soit au plus proche de mes observations. Et donc, par exemple, je peux regarder ce qui se passe pour plein de paramètres R et C. D'accord ? Je calcule plein de solutions pour paramètres R et C, et je cherche à prendre la solution associée à R et C qui va minimiser l'écart entre la solution de mon équation différentielle et les observations. Et c'est ça, résoudre le problème inverse. C'est minimiser cet écart-là entre les observations, trouver les bons paramètres qui minimisent l'écart entre mon observation et ma solution mathématique de mon modèle. OK. Il est quelle heure, là ? Tu sais ? Je reste... OK. Donc là, on a su comment calculer notre solution. Je sais la calculer à la main. Dans la plupart des trucs que moi j'ai, je ne vais pas savoir la calculer à la main. Je vais pouvoir éventuellement avoir des théorèmes qui me disent que la solution existe et est unique, mais je ne vais pas pouvoir la calculer sous forme de exponentielle, sinus, cosinus, avec des fonctions usuelles. D'accord ? Donc comment est-ce que je fais pour utiliser cette équation-là et essayer de reproduire la réalité ? Donc l'option c'est d'essayer de trouver des solutions approchées, des trucs qui ressemblent à ma solution de mon équation, mais qui ne sont pas exactement ma solution de mon équation. Et donc, par exemple, donc là, on est en train d'essayer de regarder, de calculer l'évolution au cours du temps du volume de mon poumon, inhalé, exhalé. D'accord ? Et donc, j'ai une fenêtre de temps 0T qui est ma période de mon cycle respiratoire. Et puis, ce que je vais essayer de calculer, c'est quelque chose qui va approcher ma solution. Donc, là, je vais avoir un temps T1, un temps T2, un temps T3. Et là, je vais essayer de calculer un truc qui va être proche de V de T1. Là, ça va être un V2 qui va être proche de V de T2, etc., etc. D'accord ? Donc, je vais me créer une suite de volumes VI ou VN au temps Tn qui sont censés approcher mes vraies valeurs V de Tn. Et comment est-ce que je fais ? Là, ce que j'ai, c'est que j'ai V' de Tn. Et V' de Tn, en fait, je vais juste le remplacer par son taux de variation. Je vais dire que c'est à peu près égal à V de Tn moins V de Tn moins 1 sur delta T. Si delta T, là, c'est l'écart entre deux temps. C'est mon petit pas de temps. Donc, je regarde tous les delta T, les temps delta T, ce qui se passe. Et ce que j'obtiens, si je remplace ça dans mon équation, vous voyez que ce que j'obtiens, c'est une suite récurrente. D'accord ? Vn, connaissant Vn-1, je sais calculer Vn. Donc, connaissant delta P, R et C, je vais savoir calculer, et V0, mon volume initial, je vais savoir calculer mon Vn. Donc là, j'ai une suite récurrente qui me permet de calculer une valeur approchée de mon équation.
Et il faut que j'ai suffisamment, il faut que j'ai plein de points en fait. Si j'en ai suffisamment, je ne vais vraiment pas être loin de la vraie valeur V de Tn en fait. Pourquoi j'ai besoin de plein de points? Ça revient en fait à remplacer, là c'est un sinus, et je remplace le sinus par une approximation qui est affine par morceau. D'accord? Et donc je remplace par la connaissance de valeurs en certains points, en certains temps. Et vous voyez bien que si je veux approcher correctement mon sinus, là, il faut que je mette plein de points. Si j'en ai que 2, 3, ça ne va pas marcher. Je vais louper les oscillations. D'accord? Par exemple, si j'en mets que 2, je ne verrai rien. Et il va falloir que j'en mette de plus en plus. Et plus ma fonction est oscillante, plus je vais avoir besoin de points de discrétisation pour bien arriver à la représenter. En approchant par des fonctions affines par morceau. Ça va là? Ou je vous ai perdu? Il y en a que j'ai perdu. Ok. Et donc ça c'était hyper simple. Mais c'est des trucs qu'on utilise en recherche. Et en particulier, on l'a utilisé pour reproduire la respiration, la ventilation mécanique de rats qui étaient ventilés mécaniquement. Donc on leur poussait un volume d'air dans les bronches, et puis ensuite ils expiraient naturellement. D'accord? Et donc il a fallu caler les paramètres R et C associés à ces petits rats. Et donc on faisait des mesures de pression, des mesures de volume, et on leur calculait, on résolvait justement le problème inverse pour calculer R et C. D'accord? Et donc ça, c'était dans le cadre d'un projet plus grand pour du dépôt d'aérosols. Mais ce petit modèle-là, il a été utilisé pour pouvoir caractériser en fait les paramètres de la ventilation d'une série de rats. Parce qu'on fait assez peu d'expériences sur l'homme. Alors l'avantage des simulations numériques, c'est que ça permet aussi de faire moins d'expérimentation animale. Donc on remplace l'expérimentation animale par des simulations. Ce qui est pas mal. Alors, maintenant, un autre sujet de grand oral. Ça, c'est... Qu'est-ce que se passe si l'arbre, je considère que c'est plus complexe. D'accord? Donc, j'ai un réseau de tubes. Le premier tube, c'est la trachée. Il se sépare en deux, qui se sépare en deux, etc. Et donc, le débit, Q, qui est à la trachée, comme j'ai conservation de la masse, il va se séparer en deux. Il va être divisé par 4 à la deuxième génération, etc., etc. Donc, à la fin, j'ai Q sur 2 puissance 23. Donc, si j'ai un débit de 500 millilitres par seconde en haut, ben, je vais avoir un débit de 500 millilitres sur 2 puissance 23 dans les toutes petites bronches. Donc, vous voyez, ça passe, c'est très, très petit. Donc, ça, c'est une suite géométrique de raison 1,5. Ouais? De la même façon, en fait, on peut construire dans le poumon humain, en fait, les physiologistes se sont aperçus que les longueurs et les rayons des bronches suivaient justement une loi, c'était des suites géométriques avec un paramètre alpha qui était à peu près égal à 0,85. Donc il y a une réduction. À chaque génération, la longueur et le rayon se réduisent d'à peu près 0,85. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais voilà. C'est une image de la réalité. Et donc, en fait, la résistance du poumon humain, elle est proportionnelle à la résistance d'un tube, elle est proportionnelle à la longueur du tube sur le rayon à la puissance 4. Et donc, la résistance d'une génération à l'autre, ça va donner une suite géométrique de raison 1 sur alpha au cube. Et donc, vous voyez qu'au bout du bout, RI, c'est 1,63 à la puissance I fois R0, si je calcule. Et 1,63 à la puissance I, si I c'est 23, c'est petit, c'est gros, c'est comment?
Quand 1,63 à la puissance n, je vais dire n, 1,63 à la puissance n, quand n tend vers l'infini, ça fait quoi, la limite? C'est plus l'infini, d'accord? Alors 23, je suis d'accord avec vous, c'est pas plus l'infini, mais c'est déjà en fait très, très gros. Donc 1,63 à la puissance 23, ça fait que la résistance des dernières générations, elle est énorme. Mais, en fait, il y a un tout petit débit qui passe dedans. Et le débit, c'est Q sur 2 puissance 23. Donc on a 1,63 à la puissance 23 sur 2 à la puissance 23. Et 1,63 sur 2, ça donne quelque chose qui est inférieur à 1. Ce qui compte, c'est le fait que ça soit inférieur à 1. Et donc, en fait, au bout du bout, la différence de pression qu'on met, elle est petite, en fait. Elle est pas grande, parce que la raison est inférieure à 1. D'accord? Donc, les résistances deviennent énormes, mais comme, en fait, elles sont en parallèle, je ne sais pas si vous avez vu des circuits en parallèle en physique. Comme elles sont en parallèle, en fait, tout va bien. D'accord? Et donc là, vous le voyez que tout va bien, c'est que le 1,63 divisé par 2, c'est bien strictement inférieur à 1. OK. Et donc, moi, ce que je fais, c'est des modèles qui sont encore plus compliqués, qui sont basés sur des équations, pas des équations différentielles ordinaires, mais des équations aux dérivées partielles, il y a à la fois le temps et l'espace. Donc je cherche à calculer par exemple la vitesse et la pression du fluide dans tous les points de l'arbre bronchique. Alors ça, dans tous les points de l'arbre bronchique, je ne vais pas pouvoir. Donc je vais la calculer en certains points. Et donc c'est pour ça qu'on récupère la géométrie à partir d'imagerie médicale. Là, on extrait, ça s'appelle segmenter l'image. Donc segmenter l'image, ça demande aussi des développements mathématiques, d'accord? Pour retrouver la surface de la bronche à partir de l'image médicale. Là, il y a des développements mathématiques importants que moi, je ne fais pas, d'accord? Et à partir de cette image, on construit ce qu'on appelle un maillage, d'accord? Donc c'est un réseau comme ça de triangles et de tétraèdres qui va approcher la vraie géométrie, mais qui ne va pas être la vraie géométrie. Et le maillage, il faut qu'il soit sympa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des triangles qui sont complètement aplatis, hyper longs, etc. Donc il faut qu'elle s'adapte à la géométrie, mais qu'il ne soit pas trop moche, pour pouvoir permettre les calculs derrière des algorithmes. Donc ça, c'est un maillage, et ça aussi, c'est une branche de recherche spécifique. Arriver à partir d'images complexes, à mailler et à avoir un maillage et à raffiner le maillage, donc avoir de plus en plus de triangles à certains endroits, ça fait partie d'axes de recherche de collègues. Donc là, par exemple, un exemple de maillage. Donc mailler, c'est en fait remplacer la géométrie par une géométrie qui est plus simple. Donc par exemple, le cercle, vous pouvez la remplacer par un polygone régulier, et plus vous avez d'arêtes à ce polygone, donc plus vous avez d'arêtes, la longueur des arêtes tend vers 0, vous allez pouvoir comme ça approcher le nombre pi, en fait. D'accord? L'approximation du nombre pi, elle peut se faire en calculant un périmètre de quelque chose que vous savez calculer à la main, puisque c'est une somme de longueur de segment. Et un autre exemple dans la vie courante d'un maillage, le ballon de foot, en fait, c'est pas vraiment une sphère. Le ballon de foot, ce sont des polygones réguliers, là, qui sont... Alors, ils sont un peu arrondis, mais vous voyez bien que si on en met suffisamment, on peut recréer l'illusion d'une sphère. On est proche d'une sphère. On n'est pas vraiment une sphère, mais on n'est pas loin d'une sphère. Oui? Ok. Et donc, ça, c'est les jolies équations que je résous avec des algorithmes sur ordinateur. Donc, ça, c'est les équations. U, c'est la vitesse du fluide. P, c'est sa pression. Il y a plein de symboles dont vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais ce n'est pas très grave.
c'est un peu le même principe en fait. On a d'un côté la masse fois l'accélération. Vous avez vu en physique la loi fondamentale de la dynamique? Oui, ben c'est pareil. C'est la loi fondamentale de la dynamique. D'accord? Appliquée à la mécanique des fluides. Donc on a ρ fois l'accélération égale les forces de pression et les forces visqueuses. Un fluide, en fait, l'air aussi, mais l'eau par exemple, le miel, ça dissipe l'énergie parce que les particules de fluide, elles frottent entre elles, d'accord? Donc ça, ce sont des forces internes au fluide qui sont des forces visqueuses. Et donc sur ces équations-là, il y a encore plein de trucs qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas l'unicité des solutions et c'est une question à $1 million qui n'a pas encore été résolue. Voilà. Et donc voilà, on fait des simulations numériques. Donc ça, c'est par exemple des pressions ou des vitesses dans l'arbre. Le problème, c'est comment valider nos résultats, parce qu'on n'arrive pas à les mesurer, ces vitesses et tout ça. Et donc là, comment on fait? Alt. C'est ça. Et donc là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est du dépôt d'aérosols dans les mêmes petits rats que je vous ai montrés. Et pour le coup, il y avait des mesures de dépôt. D'accord? On savait où les aérosols s'étaient déposés dans le poumon des rats. Et donc, on a pu comparer avec nos simulations numériques où est-ce qu'il y avait le plus de dépôts pour des rats sains ou des rats malades. Et donc, essayer de valider, en fait, nos simulations numériques. Voilà. Je vais m'arrêter là. On peut discuter, si vous voulez discuter du métier de chercheur ou chercheuse, si vous avez envie, en plus.